Allez, sans transition aucune, rendez-vous politique, on est lundi, ça ne vous a pas échappé, rendez-vous politique première, et avec Olivier Lancien, Claude Danicois, et votre invité d'ailleurs. Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous avoir choisis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique Première. Nous recevons ce soir le sénateur socialiste conseiller régional Victorin Lurel, qui a été réélu lors du renouvellement d'une partie des membres du Sénat. Malgré la division de son camp, il a réussi à conserver son siège, faisant ainsi jouer sans doute son équation personnelle et sa capacité à fédérer. Olivier Lancien, bonsoir. Avec notre invité, nous aborderons des sujets d'importance, également des thèmes éminemment politiques. Absolument. Nous parlerons chlordécone, nous parlerons aussi budget de la collectivité régionale et surtout pouvoir d'achat. Le sénateur socialiste a frappé du poing sur la table, Claude, il y a quelques jours. Victorin Lurel, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Vous avez occupé tous les postes politiques possibles localement, à l'exception de président de communauté d'agglomération. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui? Comment pouvez-vous être utile au pays? Être utile, c'est être dans la vérité, être dans l'action et rester à tout moment vigilant sur l'intérêt du pays. On voit trop souvent de l'amateurisme en politique. Je dis les choses comme je le pense, certains ne m'aiment pas à cause de ça. Un manque de courage, trop souvent des mensonges, ou alors des dossiers non connus. Et donc, on est un peu, on ne veut pas déplaire aux camarades de France. On ne peut pas se mettre debout et dire non. Comment voulez-vous donc, face à ça, quand vous avez de l'énergie, vous avez quelques connaissances, avec un petit peu de courage, partir? J'avoue que l'élection sénatoriale est une forme d'élection un peu miraculeuse. J'étais arithmétiquement battu. Moi, je rends un hommage appuyé et chaleureux aux grands électeurs qui ont su dépasser les consignes, voire les menaces subies par certains. J'ai vu du chantage fait à l'égard de Saint-Termer pour la poste d'enrobé, à proposer des contrats entre les communes et certaines assemblées. On a vu ça. Et pourtant, les gens résistaient. Les gens ont bien élu le sénateur réélu le sénateur que je suis. Vous dites beaucoup, pas assez. Vous ciblez quelques personnes quand même. Mais toute la classe politique et la puissance, la tutelle des grandes collectivités. J'ai été moi aussi président de trucs, mais je n'avais jamais vu ça. Cela étant, il y a de mauvais joueurs qui portent plainte et qui veulent faire des... Bon, ok, on sait ça. Et l'élection a changé, c'est un one-shot. C'est un seul tour. C'est pas comme avant avec toutes les magouilles, donc le premier, le deuxième tour. C'est un seul tour. Donc là, c'est une option, une élection éminemment politique. On a voulu, c'est vrai, dépolitiser la chose. Et moi, j'ai entendu des commentaires qui n'ont rien à voir avec de la simple arithmétique. Il s'agit d'analyse politique, il s'agit de camp politique. La preuve, sitôt élu, tous les sénateurs, beaucoup de sénateurs des Outre-mer ont trahi leur électorat. Ils sont allés à RDPI, c'est-à-dire avec Macron. On a vu ça. Ici, nous avons 2 sénateurs. Je respecte, mais ils n'ont jamais dit qu'ils étaient macronistes. J'ai entendu des Théophile, mon collègue, dire « Je suis surtout pas macroniste ». Aujourd'hui, il est au truc. Mais ça, on s'y attendait. Donc, c'est pas important. Mais les autres, vous entendez, des camarades de la Martinique qui sont élus à gauche et qui siègent maintenant avec des pays. Au point que, au moment où je vous parle, on ne sait même plus comment élire le président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Il y a trop de RDPI. Ils sont 10. Ces 10 sénateurs-là pourraient créer un groupe autonome au nom des Outre-mer. Pour dire, voilà, on vote, et puis les gens sont déçus après parce que les gens ne respectent pas les consignes. Moi, j'ai vu ici d'anciens camarades socialistes, Sapoti, être macroniste, être à droite et à gauche, et en même temps, c'est tromper les gens. Vraiment. Et donc, moi, je dis les choses. Et les gens ont bien compris qu'il fallait avoir encore un sénateur, si j'ose dire, de ce style-là et de ce courage-là. Je remercie ces grands électeurs et le pays Guadeloupe. Au résultat, Victorin Lurel, quand on fait l'arithmétique de chaque camp politique, est-ce qu'il n'y a pas un regret parce que vous êtes finalement le groupe socialiste cumule beaucoup de voix? Oui, on perd 166 voix avec feu
Jasmin et sa petite. Mais imaginez, j'avais proposé aussi à Faber Micheli de faire liste ensemble. On faisait pratiquement les 3 sièges. C'est parce que c'est la division de la gauche. Quand on me parle de gauche ici, franchement, j'ai un problème. Jalton, c'est un type de gauche. Il a été en 2004 sur la ligne Michel Chevry contre moi. En 2010, à la tête d'une liste un peu LKP, etc. Et lorsqu'il est venu en 2015, dans les conditions que l'on sait, on a perdu l'élection. Avec les magouilles et le vol électoral qui a été commis en 2015 par M. Chalus. Vous voyez, je suis franc, c'est cash. Je ne cache pas, tout le monde le sait ça, mais tout le monde a un peu peur. Il ne faut pas dire ça, il faut être politiquement correct. On va se mettre des ennemis, mais la vérité est révolutionnaire. Il faut dire, eh bien, il est venu à perdu. Aujourd'hui, on voit le truc. On comprend plus à droite, à gauche, et plus écolo que personne. Eh bien, ce qu'il a fait un accord avec Jalus contre des gens de gauche. On a même poussé une sénatrice à faire ce qu'elle a fait, et là, elle en est morte. Et tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde savait qu'elle était malade. Mais non, au contraire, c'est peut-être son colistier qui a été trop sévère. Dieu seul sait ce que j'ai fait. J'entends une dame Borel qui parle d'histoire intimiste et qui vous... c'est ça, les stars de la Guadeloupe. Des gens qui n'ont jamais rien fait. Donc il y a manifestement un problème quand même. Mais quand je parlerai, je vous dirai, vous entendrez des choses. Vous parlez de miracle, s'agissant de votre élection. Oui. Oui. Et vous parlez même aussi, vous l'avez dit, c'est votre dernier combat. Mais vous ne gagnez pas en sagesse. Vous êtes encore à donner des coups encore. Pour vous, la sagesse, c'est la fermer. Ouais. La sagesse, c'est le silence. Le silence peut être une lâcheté. C'est pas en sagesse. Je reste moi, Toto Lurel, quelqu'un qui aime dire les choses, la vérité, qui aime se battre. Le silence nourri comme ça, à couvrir des ignominies, à couvrir des actions, à faire passer des gens pour de petits saints. Hier, c'était la Toussaint, tous saints. OK? Et vous entendez ça parfois en radio, vous dites, c'est pas possible. Et certains le savent, beaucoup le savent. Pourquoi certains portraitistes ne vont pas interviewer tel ou tel? Je suis un peu fatigué de cette hypocrisie-là. Moi, j'ai toujours dit les vérités. Je continuerai à les dire. J'espère que je ne choque pas parce que je dis les vérités. Et si on estime que ces vérités-là ne seraient pas justes, hein, la vérité qui ne serait pas vraie, tiens, eh bien, si j'estime que c'est une diffamation, on portera plainte. Voilà, mais c'est fatigant de voir ça. Des gens qui se font passer pour de grands acteurs, de grandes actrices du pays, qui n'ont pas fait le job. Voilà, je préfère encore affronter très clairement des gens qui ont des opinions opposées, mais entre le fuite et fente, un moment, c'est fatigant, quoi. Un sujet qui fait couler encore, j'allais dire de l'eau, enfin de la salive, la sortie du ministre délégué des Outre-mer, Philippe Vigier, à propos de l'eau, ça a suscité de vives réactions. Vous vous associez à l'indignation collective? Ah, bien sûr. Bien sûr, se réclamer de sa formation de biologiste pour dire c'est rien votre affaire et que vous pourrez simplement chauffer l'eau et boire, c'est un mépris affiché. En tout cas, comme dirait l'autre, un ministre ne dit pas ça. Voilà, ne dit pas ça. Ensuite, laisser entendre que le réchauffement climatique est une chance extraordinaire pour nos pays. Ce que vous n'avez jamais pu faire pousser, vous pourrez désormais planter et les faire pousser. C'est de la rigolade et c'est une forme d'inconsistance que je ne comprends pas. Alors, on va faire pousser les cactus du Mexique. Puisqu'il faut de la chaleur, voilà. Le problème c'est pas, je trouve que mon ministre commence un peu mal. Le problème de l'eau, Victor, ne date pas d'hier. Vous avez été en responsabilité. Qu'avez-vous fait pour régler la question? Premièrement, je n'étais pas responsable. Le conseil régional ne l'était pas. Je n'ai jamais été membre d'un syndicat, même à Vieux Habitants. Le syndicat intercommunal du sud de la Côte-Sud. En revanche, en tant que président et soucieux des intérêts du pays, on a donné des subventions et des garanties d'emprunt au SIAG. Ça, c'est une vraie chose. J'ai jamais été dans la boostify du SIAG. Mais c'est pas ça qui a coulé le SIAG. Si on regarde l'histoire de l'eau, et d'ailleurs j'ai proposé une solution à l'État d'ailleurs pour régler le problème de l'eau, ils ne veulent pas. Et maintenant je suis responsable de toute l'économie agricole de France pour le Sénat. Donc j'ai aussi les agricultures des Outre-mer, y compris l'eau. Donc maintenant on regarde les choses. Qui a ruiné le SIAG? À votre avis, c'est Hernandez, il est mort. Hernandez avec ses frasques et tout ça, oui.
mais qui est arruiné. C'est la politique conduite par le Conseil général depuis au moins 30 ans. Le prix pratiqué par l'eau. Et c'est pas la commission d'enquête qui a mis ça au point. C'est 2 journalistes, je crois qu'ils s'appellent Gado, je sais plus quoi. Lisez ça, vous allez voir. Une politique inconsistante, mais ciblée parce que le prix de l'eau était un prix cassé, et chaque fois que le SIAC voulait augmenter pour vendre de l'eau, eh bien, ça n'allait pas. Eh bien, ça a été le Conseil général qui a construit d'ailleurs des stations de production d'eau à partir de l'eau brute. Tant qu'on n'aura pas réglé le monopole de l'eau, le patron de l'eau ici, c'est Monsieur Le Spar. C'est clair, c'est le Conseil général. Mais qui dit ça? On aura beau faire le MGEAG, vous avez le préfet qui réunit une fois par semaine 7 personnes, il n'y a aucun acteur guadeloupéen dedans. Il n'y a aucun ingénieur, directeur de... Oh, peut-être maintenant. Mais c'est un truc exogène, géré par d'autres, et les élus mettent de l'argent. Et on ne contrôle rien du tout. Est-ce que Victorin Lurel, ce n'est pas preuve de une inconsistance des Guadeloupéens à gérer ce dossier de l'eau? Bon, c'est une non-prise de conscience que, en pleine décentralisation, l'État recentralise tout et l'État ne lâche rien. Lorsque moi-même j'ai demandé, après leur propre évaluation, de dire il faudra 1 milliard à 1,5 milliard si on compte les forages en grande terre et pour enlever le calcaire des puits et des nappes, il faudra de l'argent. Donc sur 1 milliard, on vous demande de garantir 500 millions et de donner 200 millions à raison de 40 millions par an sur 5 ans de subventions au SMGEAG. Avec une expertise, bien sûr, on peut être entouré de tel ou tel. Il ne s'agit pas de rejeter les Français de l'Hexagone, c'est pas ça que dit Victorin Lurel. Mais comment peut-on mettre à peine 10 millions, demander à mettre 25% chacun dans les investissements, licencier un directeur sans s'occuper de cette personne malgré ses succès au tribunal, nommer des gens qui ne contrôlent rien du tout. Et ensuite, vous avez la colère de la population où on fait payer des factures qui remontent à 2021 et 2020. Moi, on m'envoie des factures, je suis à jour. Non, on continue à m'envoyer des trucs d'huissier, des relances, des sociétés d'affacturage et de recouvrement. Dire ça, Danica me dira, vous n'avez pas la sagesse que vous devrez avoir à votre âge. Non, c'est de dire que, oui, quelquefois, il faut s'insurger d'entendre ça, de voir ça, et de se contenter uniquement de rimer coupion, belle musique, belle bitin tapando. C'est ça la politique? Non, ça demande de la rigueur, et ça demande des actions, et ça demande une gestion honnête et pas mafieuse, c'est clair. Le plan proposé par les collectivités sous la houlette de l'État de 300 millions, est-ce que c'est suffisant? Je cherche l'argent. Je ne vous cache pas. J'ai donné des instructions, je suis ici en Guadeloupe. D'où vient cet argent? On me dit 320 millions, vous avez des programmes, j'ai le programme agricole, je devrais trouver ça dans le chapitre 149, le programme 149, ça ne figure pas. Donc, il y a un autre problème. Je cherche. J'avoue que j'étais un peu impressionné. Mais sur ça, l'État ne met quoi 73 millions? On fait 120 annonces, le ministre. 73 millions. Il y a l'Europe et tout ça. Pour le moment, on est très très loin du compte. Mais annoncé sur 5 ans, sur 4 ans, annoncé sur 4 ans, vous pouvez dire ce que vous voulez aujourd'hui, hein, mais devant un ministre, vous dites, monsieur, donnez-moi les numéros, donnez-moi les programmes, donnez-moi les actions, les sous-actions et les programmes. Donnez-les-moi. Quand il me donnera ça, j'irai voir. En tant que parlementaire, c'est ce qu'il dit. Et juste pour le moment, c'est une annonce. Un dossier d'actualité concernant l'eau, Victorin Lurel. Le LKP, par la plume d'Élie Domota, dénonce une sorte d'empoisonnement des terres de Grande Terre avec le barrage de Moreau. Une réaction? Est-ce qu'il a des preuves sur la teneur en chlordécone de l'eau? Probablement ça. S'il a des preuves et si c'est avéré, oui, il faudra le dire. Ça aussi, c'est la vérité. C'est la même chose pour la qualité de l'eau. Le prochain scandale, c'est déjà un scandale, la qualité de l'eau. On sait ça depuis toujours. Il y a eu une personne qui a été condamnée, elle est morte. Mais aujourd'hui, vous avez des communiqués qui sont un peu ésotériques, pas très complètes. On n'a pas toutes les informations sur la qualité de l'eau, sur les secteurs. Parfois, il faut aller faire des calculs pour savoir si chez moi l'eau est potable. Donc, manifestement, là aussi, il y a une clarification à faire. Bon, on s'y attendait un peu depuis les cultures de bananes en grande terre. Les amener d'eau en grande terre, aujourd'hui,
probablement, il faut d'autres analyses de sol pour vérifier quelle est la toxicité des sols de grande terre. Un autre dossier d'actualité, c'est le pouvoir d'achat. Il y a quelques jours, vous avez sorti, Victorin Lurel, un communiqué. Vous étiez en colère sur l'exclusion des collectivités d'outre-mer de ce projet du gouvernement, projet de loi sur le pouvoir d'achat des Français. Pourquoi ? J'avoue que nous n'avons pas compris l'attitude de différenciation, disons ça comme ça, à l'égard des Outre-mer. Je constate que tout le groupe RDPI, je dois dire pour la bonne vérité, sauf Théophile et Buval, ont signé un papier pour dire nous n'allons pas entrer dans les négociations commerciales dès le mois de janvier. Il faudra attendre mars. Je leur dis mais pourquoi ? C'est moi-même qui ai fait le bouclier qualité-prix. On commence en mars, mais le truc est publié en juin. En juillet pour la Martinique, et je ne sais pas pour la Réunion. Non, les Réunionnais ont soutenu ça. Frédéric Buval, sénateur de la Martinique, ancien maire de Trinité, a refusé de signer. Il a même présenté un amendement que j'ai soutenu pour que nous soyons intégrés dans la période. Ensuite, il leur est proposé de faire ce que nous avions commencé de faire dans la loi contre la vie chère, mais conforté par les propositions de la commission d'enquête conduite par Guillaume Vullilté, macroniste, et surtout Johnny Ajar, rapporteur. C'est le rapporteur qui a le pouvoir dans les commissions d'enquête, à savoir obliger les entreprises, sans pour autant rendre ça trop bureaucratique, à relever et à communiquer les prix annuellement. Chaque année, il y a un relevé de prix et deuxièmement, relevé de marge. Là, vous respectez le droit de la concurrence, vous respectez le droit de propriété, la liberté de commercer, la liberté d'échanger. Ce sont des lois constitutionnelles. Et puis, vous respectez le droit de propriété. Non, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Oui, je leur ai dit que c'est une mauvaise politique. Et donc, moi, j'ai demandé à ce que, peut-être M. Théophile, avec la majorité, que ça ne soit pas repris en CMP, en commission mixte paritaire, que nous ayons donc des ouvertures de négociations dès le mois de janvier et d'élargir le périmètre de bouclier qualité-prix avec une meilleure implication des acteurs autour de la table. Par exemple, il faut que les armateurs reviennent. Voilà, il faut qu'il y ait plus de produits de qualité, plus de MDD, c'est-à-dire des marques de distributeurs. Et cette réflexion sur l'octroi de mer ? Je suis inquiet parce que j'appréhende un peu ce que le gouvernement est en train de faire. Monsieur le maire a déclaré déjà à plusieurs reprises, vous savez, l'octroi de mer, c'est fauteur de vie chère. Ok, c'est ce qu'ils disent, mais tout ça n'est pas démontré, même s'il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes, et puis ils ont des rapports un peu confidentiels qu'ils ont avec les associatifs, Erdi, et que sais-je encore, un certain nombre de cabinets. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Il faudra baisser donc, voire supprimer l'octroi de mer sur tout ce que vous importez et qui n'est pas produit ici. Écoutez bien, nous importons beaucoup de choses et ça ne pousse pas forcément ici en termes de production. Et notamment, vous savez que l'octroi de mer, c'est sur les livraisons, sur les biens matériels que ça porte. Et puis, il faudra, mon Dieu, compenser la perte. Vous allez perdre beaucoup d'argent, les communes vont perdre beaucoup d'argent, et donc il faudra compenser la perte. Que croyez-vous qu'ils feront ? Ils vont vous dire 85% de la richesse de Guadeloupe est faite à base de services, donc on va vous imposer les services. Donc les services à la coupe de cheveux. J'ai essayé. Quand j'étais ministre, j'ai invité tous les présidents de région pour dire il y a plusieurs réformes, on en a fait 2. Et puis ils m'ont dit Victorin, laisse tomber l'histoire des services, c'est un peu plus d'inflation. J'ai dit ouais, mais il faut trancher. Et puis on prend cet argent-là pour l'investissement, pour que nous ayons des infrastructures, des équipements, les services publics. Bon, on a abandonné. Eux, ils le reprennent en disant que l'État ne mettra rien. Quand on le dit, mais sur tous ces produits, la TVA, faites un effort. Ah oui, on a déjà fait un effort. Et nous, on ne va pas plus loin. Mais eux, ils vont aller jusqu'à 0 parce que vous n'avez pas de production à protéger, parce que vous ne les produisez pas. Donc, tout ce qui va arriver sans concurrent ici, eh bien, seront détaxés. Et puis, on va chercher le complément pour financer les collectivités sur les services. Et peut-être l'État voudra même gérer ça, parce que c'est 1,4 milliard pour tous les Outre-mer. J'ai déjà dit ça, j'ai tenté de faire ça
au Congrès. Non, on m'a fait passer pour un trublion. Macron ouvre la révision constitutionnelle. On n'est pas prêt. On est obligé de faire un colloque, mais il n'y a pas de vrai légiste là pour dire voilà les amendements que l'on fait. Quand vous dites ça, vous ne faites pas bien voir, parce que vous avez des professeurs qui vous regardent de travers. On n'a pas fait le travail de légistique. C'est pourquoi on est toujours en retard d'une guerre. Sur la question justement de l'évolution nationale et du Congrès, on a le sentiment aujourd'hui, il y a plus une des collectivités par rapport au parti. En tout cas, il n'y a pas de véritable... Il n'y a pas de leadership. Ouais. C'est clair. Il y a quelqu'un qui cherche à prendre le leadership, c'est l'OSBAR. L'OSBAR peut-être souhaitait un peu la disparition de Chalus au tribunal. Chalus, qui aujourd'hui est fâché, me dit même le bonjour, parce qu'il dit c'est moi qui a voulu le foutre au tribunal. Non, on a porté plainte, parce que quand tu as fauté, tu dois payer. Mais c'est pas notre plainte, c'est celle de monsieur Xavier Sicot. J'avoue que j'étais un peu étonné par ces réquisitions. J'ai été convoqué au tribunal. Mais est-ce que ça ne pollue pas? Parce que je pose la question sur l'évolution nationale, vous arrivez à ça. Est-ce que tous ces éléments ne polluent pas sur cette question-là et de faire en sorte que nous avancions ensemble? Je ne sais pas si ça pollue, mais quand vous avez fauté dans une société démocratique, vous devez payer. On a quand même volé une élection en 2015 pour 1723 voix. Quand j'entendais, je suis aimé et je suis populaire. Avec ces deux ferments-là, vous n'aviez pas besoin de mettre au point un système un peu mafieux quand même. Bon, vous l'avez fait, donc vous gagnez l'élection. 8 ans après, 8 ans d'enquête, vous êtes fâché toujours. Et vous accusez des malheureux qui n'avaient rien à faire parce qu'ils étaient aux ordres. Et vous passez pour une madone ou pour un ange ou pour un saint. Alors comment allez-vous discuter de trucs? Parce que Macron n'en veut pas, l'OSBAR avance très prudemment, pourtant il y a souveraineté locale dans son truc, il a peur. Non, il faut travailler. La France évolue. Il ne faut pas rester, Sarkozy avait raison de dire, Victor Léorel a dit, pas d'immobilisme et pas d'autonomie désargentée. On peut avancer. Vous avez dit aussi, attendons lentement. Ben oui, nous avançons lentement, attendons lentement, mais sûrement. Là, on n'avance pas du tout, on recule. On recule. Depuis la fin du Congrès, où sont les réunions du comité ad hoc? Ça n'existe plus. C'est parce que Macron nous invite à bouffer, je le dis comme ça. Eh bien ouais, on va recommencer. Alors on invite le banc et l'arrière-banc où sont les amendements? Où sont les discussions d'orientation? Est-ce qu'on travaille sur le 72, l'article 72 ou le 73 ou le 74? Est-ce qu'on fait une fusion? Quelles sont les orientations qu'on donne aux parlementaires pour qu'ils votent peut-être de manière unanime? Quels sont les accords avec la droite et notamment du Sénat? Parce que eux, ils ont un droit de veto. Et j'ai commencé à travailler avec Mathieu Darnaud. Qu'est-ce qu'on fait? Non, chacun dans son coin pour dire je suis le père de cette évolution-là. Moi, j'ai été contre un mauvais projet. Si on me le redonne, je serai contre. Je le dis très clairement. Pourtant, j'ai moult solutions pour avancer. Voilà. Victorien Lurel, lorsque Emmanuel Macron propose une sorte de comité d'experts pour discuter avec les élus locaux, est-ce que ce n'est pas couper l'herbe sur le pied de ces élus locaux? Oui, mais il est vrai, on le lui avait demandé le 7 septembre 2022. J'ai été celui-là à dire qu'il faut qu'il y ait des ultramarins dans les comités de préparation et de rédaction et en légistique pour le faire. Bon, c'est vrai qu'il nous a un peu précédé au cours de ce repas-là, le 20 octobre, pour dire je nommerai 2 experts. Et donc, je crois que c'est Chalus qui a dit non, il faut qu'il y ait des demi-heures. Bon, très bien. Mais il ne faut pas se contenter de ça. On aura une couleur qui sera là et croire que tout est satisfait. Il faut être expert, il faut être bon. Pour parler français, on n'a rien d'autre parler et un doigt. Et pas faire TGBC en bas, jouer plus modeste que modeste. Non, tu dois être compétent pour ton pays, point. C'est ce que je reproche un peu. Les gens ne travaillent pas assez, c'est tout. Voilà. Et donc, oui, il faut préparer ça. Moi, j'ai des propositions. Je ferai mon travail là-bas, ici aussi, bien entendu. Et celles et ceux qui le veulent, bon, viendront. Vous avez 2 collectivités qui veulent prendre une tutelle sur les élus parlementaires, sur les parlementaires. Ils vous invitent. Vous allez. Mais quand vous prenez une initiative, vous venez travailler, voyez. Bon, donc on le fait quand même. Je parlais de votre utilité, Victor Lurel. Quand on est dans l'opposition, comment on peut être efficace et utile? Non, on peut être totalement efficace. C'est même plus efficace que des gens de la majorité qui avalent toutes les couleurs. La preuve, regardez ce qui se passe. Si on n'est pas là pour le faire savoir et parfois faire retirer des amendements. On vient de nous
casser une fois de plus la stabilité fiscale en disant qu'on va s'attaquer aux loueurs de voitures, on va s'attaquer au tourisme, on va s'attaquer à la défiscalisation et bien d'autres choses encore. Que sur le photovoltaïque, ce que nous avions avant, ça a été perdu. C'est Macron qui l'a quand même fait. Vous pouvez être aidé dans le sud de la France et en Corse. Ici, non, vous ne pouvez pas être aidé. Il faut donc reprendre. Si vous n'êtes pas là pour dénoncer ça, vous croyez que c'est eux-mêmes, ceux-là même qui ont préparé ça, qui vont dire c'est un mauvais coup? Ils nous ont pris 1 milliard quand même. On a pris 41 milliards en 5 ans. Alors que Macron nous avait dit c'est 4 milliards et demi. On nous a pris 1 milliard, 980 millions exactement pendant ces 5 ans-là. Ben non, on vote pour eux parce qu'on veut être proche du pouvoir, faire reset, montrer qu'on tape dans le dos et qu'on est proche du pouvoir parce que les gens sont contents quand on est proche du pouvoir. Vous pouvez faire obtenir tel ou tel dossier personnel, bien sûr, et vous pouvez faire ça dans l'opposition aussi sans problème. Comment voulez-vous que l'opposition laisse passer l'augmentation de l'impôt sur le revenu? Et vous savez qu'est-ce qui va se faire? Je vous donne un bon scoop. Eh bien, on va augmenter considérablement les cotisations sociales sur les agriculteurs. Califère a fait son travail, il a fait mon premier communiqué. C'est une énorme affaire. On va revoir totalement le régime d'assurance et le régime de retraite des agriculteurs des Outre-mer. Maintenant, ils vont être, ils vous diront c'est normal, sur le revenu. On supprime le bénéfice agricole forfaitaire, on supprime le système de points, on supprime le système de la pondération, on supprime toutes les exonérations en deçà, et tenez-vous bien, 40 hectares pondérés. Si vous avez 10 hectares en banane, le coefficient étant 4, ça vous fait 40 hectares pondérés. Vous êtes exonéré de beaucoup de choses. Non, tout ça va être revu sans concertation, sans consultation des élus. Il nous reste encore 3 minutes d'émission. Je voudrais quand même, sur l'avenir de votre parti, le PSA Fédération, si vous avez réussi à sauver votre siège, mais c'est une fédération quelque part fragilisée avec la division. Est-ce que cela change le regard de vos partenaires traditionnels? Moi, ça fait 45 ans que j'ai une carte de socialiste, je n'ai jamais changé, fluctué comme certains. 45 ans que j'entends la mort à venir du Parti socialiste. Un parti, c'est comme vous et moi. Un jour tu es bien, un jour tu es pas bien. Un jour tu es en forme, un jour tu es malade. Un jour tu es au haut de l'échelle, le lendemain tu es en bas. Il faut rester là et remonter avec courage. Ensuite, il y a de nouvelles générations, des gens qui comprennent ce qu'est le socialisme démocratique. Moi, j'ai bon espoir. On nous avait enterrés, bon, ben, on est là. Hein. Bon, voilà, donc non, il n'y a pas de problème. J'allais vous dire, comme on disait dans les années 60, un avenir radieux nous attend. Vous parliez du socialisme. Il y a beaucoup de gens devant après, hein, directement, hein, le truc. Les frictions avec la NUPES semblent sceller, en tout cas pour les prochaines échéances, les européennes, l'avenir de la gauche. Pour les européennes, bon, on sait ce qui se passera. Chacun présentera sa liste. Peut-être que la gauche socialiste, écologiste fera une liste. Les communistes veulent se compter. C'est là aussi un scrutin à un seul tour. Chacun veut s'identifier et se compter. N'oublions pas, on a comme critère les résultats présidentiels. Mélenchon a imposé ce critère-là pour dire « Je suis votre patron, je dois vous prendre tous les postes de députés, nous en avons laissé une trentaine ». Bon, ok, d'où le truc, le parti est faible. Mais c'est un critère. Aujourd'hui, il y a d'autres critères. Il y a aussi, on s'est compté aux européennes, c'est de notre rapport de force pour les alliances à venir. Moi, j'ai bon espoir qu'on aura une dizaine de sièges, je l'espère, et que nous compterons des ultramarins. Quelle est la méchanceté que M. Macron nous a faite dans cette affaire? Il a supprimé la circonscription européenne pour nos élections. Avant, on avait 3 députés européens, un dans l'Atlantique, un dans le Pacifique, un dans l'océan Indien. Aujourd'hui, il faut aller mettre un genou à terre devant les états-majors de partis politiques bien placés pour dire je te donne tant d'argent, je suis donc en position éligible. On a vu ça pour certains partis, je nomme personne. Rapidement, Victor Lirel, et revenons un peu chez nous. Le divorce d'avec José Sampoutier est définitivement consommé. Non, vous le déplorez. Ah, il faut le déplorer, comme le divorce avec Coty est un crève-cœur. Avec Jean, j'ai dit, j'en ai tué mon petit frère, c'est écrit, je peux vous le montrer. On restera toujours amis, j'ai pas de problème avec José, simplement, José se trompe, il se croit un grand stratège politique, il doit encore beaucoup apprendre.
La porte est ouverte. Et la porte, bien sûr, est très ouverte. Mais il faudrait que les disciplines soient respectées. Venir, partir, dire un jour que je quitte la direction. En même temps, je crée un mouvement. En même temps, tu fricotes avec les macronistes. En même temps, tu dis pas toute la vérité à tes camarades. Tu tues une section socialiste à truc. Depuis 2004, j'étais là avec lui. Pour entendre ça, c'est une déception de voir quelqu'un qui promettait. Il n'a pas tenu la promesse. Mais il apprendra, il finira par... Nous arrivons au terme de l'émission. Merci, Victorine Lurel, d'avoir été notre invité. Politique Première revient la semaine prochaine. Excellente soirée à tous et à toutes.